On vous a sûrement déjà dit que nous n'utilisions que 10% de notre cerveau. Certains sites nous encouragent à passer des tests pour savoir si nous sommes cerveau gauche ou cerveau droit. Des méthodes miracles sont vendues pour apprendre des langues en dormant. Alors, mythe ou réalité? Le cerveau fascine. Nous avons tous un cerveau, mais nous ne le percevons pas directement. Il n'est pas comme notre main que nous pouvons regarder, toucher. Il n'est pas comme notre cœur que nous entendons battre. Nous savons qu'il intervient dans toutes nos perceptions, nos pensées, nos décisions, nos actions, nos rêves, mais lui, nous ne le ressentons pas. Nous lui prêtons des défauts quand il bug et de l'intelligence quand il nous rend service. C'est un organe vital que nous connaissons mal et qui se révèle peu à peu grâce à de nouveaux moyens d'observation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir différentes croyances sur le cerveau appelées neuromythes. Les représentations sur le cerveau varient avec le temps et les moyens d'observation. Au XIXe siècle, on ne pensait le cerveau que de façon descriptive et localisationniste. À une région du cerveau correspond alors un talent. La craniologie prétendait même qu'une région performante du cortex finissait par déformer l'os du crâne et former une bosse, d'où la bosse des maths ou la bosse du crime. Une bosse mal située pouvait conduire à la prison. En fait, s'il y a bien des zones dans le cerveau avec chacune des fonctions principales, avoir la bosse des maths dépend essentiellement d'une bonne connectivité entre différentes régions réparties sur le cortex, permettant de percevoir et de reconnaître les nombres, les mettre en relation pour effectuer un calcul et stocker un résultat pour s'en resservir. Dans la première moitié du XXe siècle est apparu l'électroencéphalogramme de Hans Berger. Et dans la seconde, diverses technologies d'imagerie, dont l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ces techniques permettent de voir des images du cerveau en activité, mais ces images nous sont souvent proposées avec des régions illuminées, entretenant ainsi l'illusion d'un cerveau qui s'allume à certains endroits lorsqu'il travaille, ce qui laisse supposer qu'il était éteint ailleurs. Le mythe des 10% est entretenu par des films populaires, et l'espoir sans doute que nous n'exploitons pas totalement notre organe. En réalité, tout notre cerveau est actif en permanence, de jour comme de nuit, avec certes des pics d'activité localisés. Il ne s'éteint donc pas et travaille à 100%. Certains pensent qu'il est possible d'apprendre en écoutant des cassettes pendant leur sommeil. Différents romans ont popularisé cette idée au début du XXe siècle, et de nombreux chercheurs russes ont imaginé des protocoles pour l'étudier dans les années 50 et 60. Hélas, les résultats de ces expériences n'ont pas été confirmés par les chercheurs occidentaux, critiquant un mauvais contrôle de l'état de sommeil des cobayes. Mais ce qui est bien plus intéressant, et vrai, est que si vous ne dormez plus, vous n'apprenez plus. Une hypothèse actuelle est que nous rejouons la nuit les apprentissages de la journée en accéléré, ce qui permet de consolider la mémoire. Un bon sommeil est donc essentiel pour bien apprendre. Mais c'est pourtant évident. Les femmes ne savent pas lire une carte routière et les hommes ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois. Nous n'avons donc pas le même cerveau. Explication commode mais fausse. En réalité, notre cerveau pilote les fonctions physiologiques impliquées dans la reproduction. Le développement des organes sexuels, la production des hormones, le déclenchement des cycles menstruels. C'est en ce sens seulement que l'on peut parler du sexe d'un cerveau. Les études scientifiques, depuis la fin des années 90, ont plutôt montré que nous avions tous des cerveaux différents. Si différents qu'aucune spécificité liée au sexe ne peut être mise en évidence. Notre cerveau est structurellement le même que les Homo sapiens d'il y a 30 000 ans. Sa taille a légèrement diminué et le cortex s'est plissé dans la boîte crânienne, permettant ainsi le développement de capacités cognitives uniques dans le monde animal. Notons en passage que la taille d'un cerveau n'est aucunement signe de son intelligence. Actuellement, la représentation courante est connexionniste. Cela signifie que l'on cherche à décrire le fonctionnement du cerveau en termes de réseaux neuronaux, de circuits associés à des fonctionnalités cognitives.
Certaines régions cérébrales constituent des hubs, des nœuds de communication de l'information nerveuse, mais elles ne fonctionnent pas indépendamment du reste du cerveau comme on le croyait avant. Nous ne sommes qu'au début de nos découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Notre fascination pour cet organe nous rend crédules. Restons vigilants et critiques à son propos. Tentez de déterminer si ces deux assertions sont vraies ou fausses et justifiez votre réponse. Quelles sont vos sources? Vrai ou faux? Après 25 ans, nous ne faisons que perdre des neurones. Vrai ou faux? Tout est joué avant 6 ans.